Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du Coin. Nous sommes le deuxième jour du deuxième mois de l'année 2022 et le marché semble reprendre des couleurs maintenant que les baleines ont apparemment fini de se remplir les poches. En effet, un rapport de la société Sentiment, avec un A, indique que plus de 40 000 bitcoins ont été sortis des plateformes d'échange au cours de la semaine passée, ce qui était historiquement toujours positif pour le prix sur le long terme. Mais bien sûr, il faut rester mesuré, surtout dans un contexte où la Réserve fédérale américaine risque d'arrêter la presse à billets d'un moment à l'autre. Aux dernières nouvelles, la Fed se réunira plutôt à ce sujet aux alentours de mars, donc nous avons encore quelques semaines de répit devant nous. On va maintenant passer aux informations avec une entrée en matière assez énorme puisqu'il y a quelques jours, c'est la PDG de YouTube qui a annoncé que la plateforme ferait prochainement ses premiers pas dans le monde des NFT et des DAO. Aucune précision n'a été donnée sur la manière dont ces concepts seraient intégrés à YouTube, sur quelle chaîne de blog ça serait fait, etc. Mais il semble clair qu'ils sont très intéressés par les possibilités offertes. Il n'y a donc plus qu'une chose à espérer, c'est qu'ils créent quelque chose de positif pour leurs utilisateurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est tout à fait possible qu'ils aient des idées aux conséquences désastreuses pour l'ergonomie du site. Que des créateurs de contenu puissent vendre des NFT purement artistiques sur leur chaîne YouTube par exemple, ça pourrait être amusant. Mais s'il fallait tout d'un coup acheter des NFT qui servent de carte d'adhérent pour avoir le droit de visionner certaines chaînes, YouTube pourrait vite devenir un enfer pour les utilisateurs qui se retrouveraient privés d'accès à un très grand nombre de vidéos à moins de payer pour des accès individuels à toutes les chaînes qui les intéressent. Globalement, ça reste un bon signe pour le développement du monde des NFT, mais il est difficile à l'heure actuelle de savoir si ce sera une bonne chose pour le public de YouTube. Ensuite, nous avons eu pas mal de mauvaises nouvelles, d'abord pour les amateurs de singes sur Solana qui ont récemment perdu 1,2 million de dollars dans ce que l'Académie française appellerait un sous-tirage de tapis, c'est-à-dire un rug pull. Le soi-disant projet, dénommé Big Daddy Ape Club, devait publier des NFT après la pré-vente qui a été mise en place, et les NFT ne sont jamais apparus alors que l'équipe s'est fait la malle. Alors comme on dit chez les gamers, appuyez sur F pour rendre hommage. De mon côté, j'ai quand même envie de dire une chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi ces gens ont mis de l'argent dans une pré-vente de NFT. Pour un projet crypto qui demande des mois ou des années de développement, d'accord, on paye en avance pour financer des équipes entières avec des chercheurs bien payés. Mais pour un NFT d'image de singe procédural, il n'y a aucune raison d'acheter le NFT avant qu'il soit fini et visible sur la blockchain. C'est pas un projet qui va prendre 5 ans à voir le jour et ça ne demande aucune compétence à part dessiner un peu, et encore. Donc si jamais vous tombez sur un truc similaire, n'oubliez pas de réfléchir à pourquoi il y a une prévente, et demandez-vous si elle est justifiée, ça pourrait être utile. Bref, on a eu ce rug pull d'un peu plus d'1 million de dollars, mais il est tout petit face à ce qui est venu juste après, c'est-à-dire le piratage du pont X-Bridge, qui s'est fait piquer 80 millions de dollars. Apparemment, un attaquant a trouvé une faille permettant d'imprimer à volonté des jetons emballés, les fameux wrap tokens, et à partir de là, il lui a été possible d'emprunter de l'argent et de partir sans aucune intention de rembourser le prêt. Suite à ces événements, le système a été mis en pause et les utilisateurs ne savent pas encore s'il y aura un remboursement ou pas. Enfin, un des plus gros événements de la semaine, c'est que ça sent le sapin au pays des merveilles. Le projet Wonderland, présent sur le réseau Avalanche et à la capitalisation actuelle de 17 millions de dollars, est en crise. Pas de piratage, mais une sombre histoire qui demande pour tout comprendre qu'on reparte en 2019. Certains d'entre vous déjà présents à l'époque auront certainement entendu le nom de Gerald Cotten, le fameux PDG de la plateforme QuadrigaCX, qui a perdu 150 millions de dollars ou presque. Pour résumer la chose, QuadrigaCX était une plateforme d'échange canadienne, tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'à ce que la mort de son PDG soit subitement annoncée au début de l'année 2019. Et à partir de là, c'est le déluge. On a appris que plus d'une centaine de millions de dollars appartenant aux clients avaient disparu, que Cotten utilisait les fonds pour prendre des positions à gros levier sur d'autres plateformes d'échange, qu'il avait aussi utilisé l'argent des clients pour financer son train de vie, qu'il avait plus ou moins tout perdu, et bien sûr que sa soi-disant mort a eu lieu dans des circonstances très suspectes à un point que ça en est presque comique. Il est parti mourir en Inde 2 semaines après avoir déposé un Nouveau Testament, et il est évidemment mort dans un endroit où il est difficile de s'assurer de la véracité des choses. Il a été impossible de prouver qu'il était bien mort en analysant son cadavre, et son certificat de décès comportait une faute de frappe. Puis il avait pris des cours de pilotage d'avion comme s'il s'attendait à devoir fuir par les airs pour disparaître et vivre dans un autre pays avec une identité factice. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation, et pour l'instant la version officielle des choses reste qu'il est bien décédé. Mais au milieu de ce scandale, bien que le nom de Gerald Cotten ait été souvent prononcé et qu'il soit bien connu de tous ceux qui étaient dans la crypto en fin 2018 et début 2019, il y a en fait un autre nom qui lui n'avait pas beaucoup été prononcé et qui était pourtant également important. Il s'agit de celui d'Omar Dhanani, un arnaqueur en série déjà condamné pour usurpation d'identité, cambriolage et tout un tas d'autres choses.
Ce cher Omar avait en fait changé son nom pour devenir Michael Patrin et devenir ensuite cofondateur de la plateforme Quadriga CX avec Gerald Cotton sous cette identité. En d'autres mots, ce charmant bonhomme était impliqué dans l'une des plus grosses arnaques de l'histoire de la crypto et on pensait qu'il avait plus ou moins disparu depuis 2019, jusqu'à ce que le public se rende compte il y a une semaine qu'il était en fait sous son nez. En effet, il y a quelques jours, un utilisateur Twitter a publié une série de messages prouvant que le dénommé 0x Sifu, trésorier du protocole de finance décentralisé Wonderland, n'était nul autre que Danani, l'escroc ex-cofondateur de Quadriga CX. Et le cofondateur du projet Wonderland, Daniel Sestagali, a par la suite confirmé l'identité de son trésorier et admis qu'il connaissait le passé de cet individu, mais qu'il avait décidé de lui donner une chance malgré tout, sans rien dire à la communauté, ce qui a amené les utilisateurs à se soulever pour expulser Danani. Un vote a eu lieu et 85,5% des détenteurs du jeton ont voté pour que Danani débarrasse le plancher. Depuis ce vote, la communauté s'entre-déchire, certains veulent dissoudre complètement le projet Wonderland parce qu'ils estiment que Sestagali ne mérite pas leur confiance, tandis que d'autres veulent continuer parce que le projet lui-même reste intéressant. Bref, c'est la cata, et surtout c'est pas seulement la cata chez Wonderland. Parce qu'il faut le savoir, Daniel Sestagali n'a pas créé que Wonderland, il a aussi créé sur la chaîne Terra le protocole Abracadabra dont le ticker est Spell, et sa monnaie stable associée, le Magic Internet Money ou MIM. À cause du scandale Wonderland, il y a aussi des gens qui ont retiré leurs actifs du système Abracadabra. Donc ils ont aussi un paquet de problèmes désormais. Quant à la pièce du réseau Terra, elle a vu son prix baisser de 30% cette semaine avant de voir le prix se stabiliser parce que le protocole Abracadabra représente une part non négligeable de l'activité sur la chaîne Terra. En tout cas, s'il faut retenir une chose, c'est que c'est pas parce que quelqu'un utilise une photo de profil rigolote et un pseudo un peu geek avec 0x dessus qu'il mérite votre confiance. L'anonymat c'est bien, mais ça a des inconvénients quand on parle de quelqu'un qui a la main mise sur des millions de dollars. Cela dit, même pour ceux dont on connaît l'identité, des fois, il s'avère aussi qu'ils ne méritent pas notre confiance. C'est ce que la plateforme OpenSea a prouvé en commettant 2 erreurs d'affilée qui ont amené leurs utilisateurs à perdre des centaines de milliers de dollars. Voilà la racine du problème. Lorsqu'on souhaite annuler un ordre de vente sur OpenSea, il faut publier une transaction et donc payer des frais qui dépendent du prix du gaz. Pour éviter ces frais, qui sont aujourd'hui assez élevés, certains utilisateurs avaient trouvé une parade qui est de déplacer les NFT vers une autre adresse, ce qui annule automatiquement la mise en vente, pour ensuite les faire revenir là où ils étaient. Les deux transactions coûtent moins cher que l'annulation de l'ordre et le résultat est le même. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils croyaient jusqu'à ce qu'il soit révélé récemment que ces ordres n'étaient pas vraiment annulés mais juste cachés dans l'interface d'OpenSea, et qu'il était en fait toujours possible de s'en servir pour acheter les NFT déplacés, y compris à des prix qui étaient parfois beaucoup plus bas que ceux trouvés sur le marché actuel. Pour tenter de corriger cette erreur sur leur plateforme, OpenSea a invité tous ses utilisateurs à annuler les ordres de vente qu'ils avaient précédemment envoyés. Et malheureusement pour OpenSea, c'était là aussi une erreur puisqu'ils n'ont pas dit à leurs utilisateurs de faire sortir les NFT de leur adresse principale avant d'annuler les ordres, ce qui les aurait protégés. En effet, pour trouver les vieux ordres de vente concernés, les pirates, si on peut vraiment les qualifier de pirates, auraient normalement dû analyser tous les blocs de la chaîne Ethereum depuis la création d'OpenSea. Sauf qu'en déclenchant manuellement l'annulation de ces ordres de vente, les utilisateurs ont plus ou moins signalé leur position aux pirates qui n'avaient qu'une chose à faire, regarder la même pool, analyser les transactions, vérifier celles qui concernent l'annulation des ordres de vente à bas prix, et insérer leurs propres transactions d'achat du NFT pour pas cher juste avant que l'annulation se produise. C'est ainsi qu'un grand nombre de NFT ont été achetés à vil prix cette semaine, et bien sûr immédiatement revendus pour des sommes plus conséquentes. Le jeton Bored Ape Yacht Club numéro 9991 par exemple a été acheté par un opportuniste pour 0,77 Ether et immédiatement revendu pour 84,2 Ether, c'est-à-dire qu'il a multiplié sa mise par 110 en 20 minutes. L'ancien détenteur de ce NFT est loin d'être le seul à en avoir souffert et pour régler le problème, OpenSea a décidé d'ouvrir le portefeuille. La société a versé plus de 750 Ether aux victimes de ses erreurs. Ça fait donc beaucoup de mauvaises nouvelles cette semaine, mais heureusement il n'y a pas que ça puisqu'il y a aussi le lancement d'un nouvel incubateur à projet de type métavers créé par The Sandbox, le bac à sable préféré des fans de crypto francophones. Sébastien Borget et sa société ont fait le pari d'investir 50 millions de dollars dans le futur du métavers avec un investissement de 250 000 dollars maximum par projet. Donc si vous travaillez sur un projet lié au métavers, n'hésitez pas à aller voir les conditions de ce programme. Et The Sandbox n'est d'ailleurs pas la seule société à investir dans le métavers cette semaine puisqu'un autre grand nom français vient de s'y lancer, c'est Carrefour qui s'est acheté une parcelle virtuelle dans le monde de The Sandbox. Mais à part l'annonce de leur arrivée, rien n'a été expliqué donc on n'a pour l'instant aucune idée de ce qu'ils vont y faire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils y sont.
Voilà, c'est à peu près tout pour le JT cette semaine, qui, je l'avoue, n'était pas très positif. Il y avait des événements importants et pas super que j'ai dû prioriser, mais si vous voulez aussi voir les bonnes nouvelles de la semaine, n'oubliez pas que vous pouvez toujours lire beaucoup plus d'articles en allant voir notre site. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT qui, je l'espère, sera un peu plus amusant.